Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Front Office, épisode Rewind de la semaine 15. On enchaîne, on ne ralentit pas, et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis accompagné par mon acolyte des prochains mois qui vont arriver, quand on va parler draft. Je suis avec Alexandre. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. On a passé un bon petit week-end, hein, une petite défaite des Raiders comme pour l'habitude, donc moi je suis assez habitué là-dessus. Toi aussi, on va peut-être en parler, hein, peut-être un week-end pas très sympa pour toi, malgré les bonnes dernières semaines. Donc, non, mais en tout cas, il y a pas mal de choses à dire. Il y a les playoffs qui arrivent à grands pas. De plus en plus d'équipes éliminées aussi. Ça, on va en parler C'est aussi vrai. également dans cette émission. Donc non, très content d'être là pour en discuter avec toi. Cool, tant mieux. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout, Twitch, YouTube, Twitter X, Instagram, Facebook également, le front office à chaque fois. Est-ce qu'on aura un live jeudi ? C'est en discussion. Peut-être qu'on sera de nouveau en bye week. C'est vrai que le mois de décembre, ça commence un peu à tirer sur tout le monde. Ouais. On va pas se mentir. Il va y avoir les fêtes de Noël, donc on va peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, mais c'est dans nos tuyaux à nous. Et puis écoute, on va commencer directement ce rewind de cette semaine 15 et on va parler de notre employé de la semaine. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Ce type-là est un professionnel. L'employé de la semaine, Alexandre, je vais te laisser commencer parce que c'est un joueur dont on n'a pas ou peu parlé cette saison et qui pourtant est en tête de sa division avec son équipe. Bah ouais, c'est un joueur aussi qui a eu pas mal de critiques ces dernières années, hein, par nos soins bien évidemment, et aussi par beaucoup de gens de la commu ou même de la sphère NFL en général. Je vais parler de Trevor Lawrence, qui est le quarterback des Jaguars et qui a réalisé, je pense, l'un de ses meilleurs matchs en carrière, avec 330 yards, 5 touchdowns et aussi 50 yards à la course, avec également un touchdown, donc 6 touchdowns dans un seul et même match, hein. C'est pas une streak de 3 matchs là où il a mis 6 touchdowns, non, c'est bien sur un seul et même match. Donc félicitations à lui pour peut-être sa meilleure perf, et qui permet aussi aux Jaguars de continuer à un petit peu mettre la pression sur le reste des adversaires de division, parce qu'ils sont toujours en tête pour l'instant avec les Texans qui leur collent un petit peu au basque. Donc là, ça va être sympa de suivre un petit peu ce duel de division. Mais surtout sur ce match, voilà, bon, c'est les Jets en face, bien évidemment. Les Jets n'ont plus rien à jouer. Compliqué un petit peu pour eux de rivaliser, surtout avec les blessures, les trades de trade deadline, etc. Ils n'ont plus autant de très bons joueurs qu'avant. Malgré tout, ils arrivent quand même à marquer une vingtaine de points. Tu vois quelques joueurs qui commencent à émerger. Je pense à Donai Mitchell, par exemple, du côté des Jets en tant que wide receiver. Mais face à cette équipe des Jaguars, c'était quand même assez impressionnant la différence de niveau qu'il y avait. Enfin, moi, je trouve en tout cas cette défense fait vraiment du bien, ou en tout cas arrive à faire des bons plays au bon moment avec un front seven assez performant. Et surtout cette offense. Alors, tu te dis que le jeu au sol n'a pas été incroyable, ils n'ont pas eu forcément besoin, mais Liam Cohen, le head coach, a vraiment, j'ai envie de dire, mis Trevor Lawrence dans une excellente situation. J'ai l'impression que ça concorde aussi un petit peu avec l'arrivée de Jacoby Myers, le petit renouveau un petit peu des Jaguars offensivement, et surtout Trevor Lawrence qui depuis 2-3 matchs maintenant a une vraie connexion avec Jacoby Myers. Il y a Brenton Strange qui est revenu de blessure aussi. Tu vois un peu plus Brian Thomas que sur le début de saison. Donc je trouve que cette équipe des Jaguars commence à monter en puissance, et à l'aube des playoffs, c'est vraiment rassurant. Donc petit shout-out à Trevor Lawrence qui fait son meilleur match en carrière aussi. Ouais, tu as situé beaucoup de noms que je voulais également évoquer. C'est vrai qu'on a l'impression que depuis l'arrivée de Jacoby Meyers, l'attaque tourne beaucoup mieux. Il y a une meilleure connexion aussi avec Brian Thomas. Et j'y vois pas qu'une simple coïncidence. On sait que c'est deux joueurs qui vont être complémentaires parce qu'ils vont jouer dans des zones assez différentes. Meyers, voilà, je m'en cache pas, j'ai un amour profond pour lui, mais pas parce qu'il a forcément joué pour les Patriots, mais aussi parce que je trouve que c'est un super receveur et surtout ultra fiable avec des mains très très solides. Et je pense que ça fait du bien, effectivement, à cette attaque de Jacksonville. Elle me fait quand même beaucoup penser à la première saison sur le banc de Doug Peterson, où on a le sentiment là, de retrouver un Trevor Lawrence qui... Bon, on va oublier sa première année rookie, parce que c'était dans un environnement extrêmement nocif.
Mais la première saison avec Doug Peterson était quand même très bonne, de Trevor Lawrence. La saison suivante, en tout cas la demi-saison suivante, était très bonne, et ensuite, il y a eu une vraie chute. Là, on a quand même le sentiment que Liam Cohen l'a un peu réparé et qu'on retrouve un quarterback qui est quand même très solide dans cette ligue. Je ne sais pas s'ils sont encore top 10, mais en tout cas, c'est vrai qu'avec des performances comme ça, alors il ne pourra pas les rééditer, parce qu'il réussit sur 32 passes, il en réussit 20 et ça fait 5 touchdowns. Donc, je vous laisse calculer, ça fait 25% de réussite sur une passe réussie. Sur une passe catchée, 25% à chaque fois, ça fait un touchdown. Donc, ça ne sera pas sur tous les matchs, mais c'est intéressant. Et bon, c'était contre une défense des Jets qui était un petit peu... qui a été laissé à New York, on va dire. Et d'ailleurs, le coordinateur défensif, Steve Wilkes, a été viré par le head coach aujourd'hui, enfin lundi, au moment où on enregistre. Il y a quelques heures même. Ouais, il y a quelques heures, donc le lundi au moment où on enregistre. Mais c'est bien, et c'est vrai que je l'ai évoqué en introduction, mais c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup, les Jaguars, et pourtant ils sont en 10-4, et pourtant ils sont en tête de leur division. Et il va falloir aller les chercher, parce que j'ai pas le sentiment qu'ils vont en perdre beaucoup d'ici la fin de saison. Et si c'est le cas, ils aborderont les playoffs avec au moins un match à domicile. Et défensivement, on en a parlé, Devin Lloyd, il fait une super saison. Tu as vraiment l'impression que là, le groupe s'est bien retrouvé. Si offensivement, ça commence à beaucoup mieux tourner, bah attention, gros danger pour les adversaires de playoffs. Non, c'est sûr. Puis, comme tu dis, faire quand même attention à ne pas non plus se voir trop beau. Là, c'était quand même les Jets, même s'il y a un bel enchaînement là, depuis plusieurs matchs. Mais c'est quand même les Jets et les Jacksonville. On va vraiment les voir de toute façon face aux équipes de playoffs. Mais moi, j'ai envie de les voir face aux Texans avec une vraie bonne défense. Trevor Lawrence, on sait que c'est encore intermittent et que c'est assez irrégulier et qu'il y a quand même aussi ce côté, il lâche le ballon, enfin, il manque un peu de précision, je trouve. Enfin, tu le vois de toute façon dans ses pourcentages, il est à moins de 60% de complétion. Pour un QB NFL, c'est quand même assez léger. On se rapproche doucement mais dangereusement de ce que faisait Richardson. Alors bon, dans une moindre mesure, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, Lawrence a toujours eu ces petits problèmes-là de précision depuis quelques temps. Là, sur ce match-là, ça s'est pas vu. Et visiblement, j'ai envie de dire, go continuer un petit peu sur cette lancée-là. Essayer de monter encore en puissance à l'aube des playoffs. Donc, ça va être cool à voir. Exactement. Et le prochain match, ça sera contre Denver. Donc, une autre paire de manches. C'est pas la même défense que les Jets, il semblerait. Et ça tombe bien, parce que moi, Denver, je voulais mettre en avant justement pour mon joueur de la semaine, leur quarterback, Bo Nix. Et en fait, c'est plus un shootout sur ce match-là, mais également sur toute la saison. C'est vrai que j'avais des doutes, moi, de mon côté, pour Denver cette saison. Je ne les pensais pas capables de prendre la division. Ils sont pas loin de la prendre. Ils sont en lutte contre les Chargers, on pourra revenir, parce qu'il y a les deux autres équipes qui sont maintenant éliminées des playoffs. Mais Bo Nix, en fait, j'ai le sentiment que quand les Broncos peuvent s'appuyer sur leur défense, on va pas demander grand-chose à Bo Nix. Il va faire le strict minimum et ça permettra de gagner des matchs. Par contre, quand la défense, et là c'était du coup dans une victoire 34-26 contre les Packers, où cette défense justement en prend 26, où on a besoin d'avoir un Bo Nix qui va surpasser un petit peu les attentes, où on va lui en demander un petit peu plus, et ben il est capable justement de répondre à ces attentes-là. Donc il fait 302 yards, il fait surtout 4 touchdowns à la passe et un touchdown à la course pour R.J. Harvey. Je le trouve extrêmement solide. De la même manière, pour reprendre un match qui a eu lieu il y a quelques semaines contre les Giants, 3 premiers cartons horribles. La défense, elle ne tenait pas, surtout dans le 4e quart-temps, et pourtant, il a réussi avec son attaque à mettre plus de points que les Giants. Et vraiment, il y a ce sentiment des Broncos où s'il faut faire le strict minimum et en mettre que 18 ou 19 parce que la défense, elle n'en encaisse que 16, bon bah très bien, typiquement le match contre les Texans, il y a quelques semaines. Ça se finit en 16-13. Mais là, voilà, les Broncos étaient un petit peu en retard au score contre ces Packers-là. Et puis, ils ont réussi à repasser devant. Alors, effectivement, la défense a vraiment step up sur la fin du 4e quart-temps où il y a 2 drives pour les Packers pour essayer d'égaliser avec une conversion à 2 points. Et la défense fait le taf, bien sûr. Mais avant ça, les 34 points sont mis par cette attaque-là. Et je trouve ça vraiment, moi, très impressionnant. Et tu sens qu'ils prennent de plus en plus confiance. Il y a des lancers qui me font dire parfois, c'est pas passé loin d'une interception. Il y a le touchdown de Troy Franklin. Bon, c'est plus un touchdown de Franklin qu'une belle passe de Bo Nix, mais écoute, pour l'instant, ça fonctionne et on a connu des équipes qui, un petit peu touchées par la grâce comme ça, où tu sens qu'il y a des actions où ça peut tourner dans l'autre sens, mais finalement, ça reste du bon côté et qui sont allés loin en playoff, quoi. Donc,
Pareil, la même chose que pour les Jaguars. Eux, ils risquent également, Denver risque d'avoir également un match à domicile pour les playoffs. Il y a de fortes chances. Ce sera pas bon d'aller visiter les Broncos à domicile. On sait en plus que c'est un stade très compliqué parce qu'en altitude, enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui font que c'est un environnement très hostile pour les visiteurs. Bah, bon courage les gars, bon courage pour aller les jouer là-bas. Puis même, ils peuvent aller chercher la tête de la conférence. Là, je crois qu'ils sont premiers pour Ils l'instant, à un sont moment où premiers, on ouais, parle. Donc, avec pas mal d'avance. Enfin, ils ont du coup un gros match d'avance maintenant. ouais. Mais non, bah, pour te suivre, moi, sur Bonix, je trouve qu'il a eu un début de saison un peu diesel, hein, où il a commencé un peu doucement. Et heureusement que le plancher défensif de cette équipe est assez exceptionnel. Donc, comme tu disais tout à l'heure, pas besoin de marquer non plus 30 points pour gagner un match. Bah, quand tu es quarterback NFL, c'est vrai que ça aide. Mais je trouve que ouais, il y a de la progression de plus en plus sur les derniers matchs. Moi, par exemple, le touchdown, tu en as pas parlé, je crois, c'est celui sur Lil Jordan Humphrey, Mm. l'inusable Lil Jordan Humphrey qui, bah, tu as vraiment une passe limite entre 3 joueurs et la passe, elle est Ouais. incroyable, hein. Une passe laser, elle est superbe en red zone. La Donc, réception est très belle aussi. réception très belle, la passe encore plus. Donc vraiment, il y a quand même un côté progression et un côté aussi métronome où tu sens qu'il est confiant dans son jeu. Sean Payton le met vraiment dans les meilleures conditions. Et en plus, c'est un match où il n'a pas eu le droit, entre guillemets, de faire beaucoup d'erreurs dans la mesure où ton jeu au sol n'était pas très performant. Et parce que c'est quand même un front défensif du côté des Packers qui est quand même assez impressionnant. Bah, tu n'as pas trop le droit de faire des erreurs de ce point de vue-là. Et bah, tu sors avec 4 touchdowns face à une grosse défense. Bah, franchement, bien joué. Et puis ça, c'est une belle répétition avant les matchs de fin de saison qui arrivent, parce que je crois qu'il y a encore quelques matchs de division qui doivent jouer. Et puis encore des gros matchs à affronter. Donc vraiment une belle équipe et qui mérite pour l'instant sa place en tête de conférence. On a beaucoup qui disent que c'est pas vraiment mérité comparé au bilan, ou en tout cas comparé au calendrier. Mais je trouve quand même que cette équipe a encore une marge de progression, ce qui est assez flippant. Donc vraiment, gros match un peu statement game pour cette équipe des Broncos et surtout pour Bonix. Je te rejoins, je sais pas si c'est le calendrier qui leur est un peu reproché ou le fait de se mettre à niveau de l'adversaire. Tu vois, si je prends le match contre les Raiders, c'est une victoire 10-7 ou 24-17 sur la double confrontation. Il y a jamais eu d'énormes victoires. Il y a eu le 44-24 contre les Cowboys, mais c'est à peu près tout. Contre les Giants, ils ont été en difficulté. Les Jets, le match à Londres. Le match à Londres. C'est vrai que je pense que tu voilà. as raison, tu soulignes un truc quand tu dis ils se mettent un peu au niveau de l'adversaire, mais Mm. que ce soit dans le très bien ou dans le moins bien. Tu vois, les Packers, c'est quand même Ouais, une grosse équipe et au final, ils sortent un exactement. gros match. Donc, Et je trouve que c'est contre bien les Eagles, résumé. tu vois, ils ont su aussi se mettre à niveau à un moment donné où ils étaient en difficulté. Et je te rejoins sur la partie justement confiance donnée envers Bonix, parce que j'ai le souvenir d'au moins une conversion en 4e tentative, donc c'était une 4-2 ou 4-3, donc, sur lequel tu peux tenter un jeu à la course. Et ben Sean Payton, il a appelé un jeu à la passe, et ça a fait une passe de 20 yards pour Sutton le long de la ligne de touche, quoi. Donc il y a une vraie confiance qui est mise dans le jeu aérien de l'équipe. Tu l'as évoqué, hein, le jeu à la course a été un petit peu plus mis en difficulté sur ce match-là. Et ben, ils ont trouvé des solutions sur le domaine aérien dans une équipe où on disait qu'effectivement, sur le corps de receveurs, il manquait peut-être un receveur numéro 1, un mal alpha, comme on peut les appeler, mais en fait, c'est tellement rare que c'est difficile d'en avoir dans toutes les équipes. Bah, eux, j'ai le sentiment qu'ils en ont un avec Courtland Sutton, qui va être un peu le go-to guy ou la soupape de sécurité, ou tu peux l'appeler un peu comme tu veux. Mais voilà, tu as un peu dans le même style qu'un Nico Collins, tu vois. Un mec qui sera pas forcément flashy, mais tu sais que c'est le numéro 1 de ton équipe sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer quand le moment compte pour avancer ou alors pour aller gagner le match. Ouais, il fait sa saison, hein, Sutton, hein. Je crois Ouais, qu'il ouais, est dans le top 15 des receveurs avec le plus de yards, hein, de toute façon. Donc, non, depuis quelques années maintenant, il s'est imposé, hein. exactement. Voilà du coup pour nos 2 employés de la semaine, et on va enchaîner avec notre gros dossier chacun. J'ai un dossier énorme, plus gros que la terre, et celui-là j'ai mal au ventre, je me dis oh my god, je vais devoir le balancer. Le gros dossier, et je vais commencer, si tu me permets, Alexandre, parce que je vais rester dans la même division que les Broncos. Je voulais parler d'un joueur en particulier, Patrick Mahomes, donc joueur des Chiefs, qui s'est blessé gravement sur la fin du match, sur une des dernières actions, en tout cas, du match, dans la défaite des Chiefs 16-13 contre les Chargers, qui les éliminent de la course aux playoffs. Donc une première également depuis que Mahomes a été drafté par les Kansas City Chiefs. Et sur un bootleg, ou je sais pas, sorti de sa poche en tout cas, un scramble, il se positionne mal, ou il est un peu taclé et la jambe part
un peu en équerre, ou le genou, en tout cas, Ouais, c'est pas très bon, hein. pour le coup, le genou part en équerre. Et on a su très, très rapidement que voilà, c'était les croisés qui étaient pétés. Donc ça veut dire opération, ça veut dire aussi convalescence. On sait que les croisés, on y revient maintenant relativement bien en NFL. C'est vrai que c'était un peu une blessure, il y a quelques années, une blessure qui pouvait casser des carrières. Alors on a le sentiment que les joueurs reviennent très bien. Je peux prendre l'exemple d'un gars comme Stephon Diggs qui est plutôt bien revenu cette saison. Mahomes, il reste encore jeune malgré tout, mais c'est vrai que c'est un QB qui est mobile malgré tout dans la poche et qui arrive aussi à sortir de sa poche pour aller gagner des yards avec ses jambes. Est-ce que cette blessure-là va restreindre un petit peu cette qualité qu'il avait depuis le début de sa carrière? C'est moi la question principale que je vais me poser. J'ai aucun doute qu'il va revenir. Parce que comme je dis, les croisés, on en revient plutôt bien maintenant. Mais est-ce que sa mobilité sera toujours aussi présente? C'est la question que je vais me poser. Et c'était quand même un élément extrêmement important dans cette attaque des Chiefs quand il n'arrivait pas à trouver ses receveurs. Il a beaucoup de mal d'ailleurs cette saison à trouver ses receveurs, mais on pense à quelques actions également au Super Bowl où sur des deuxième et 10 ou des troisième et 10, il arrivait à convertir grâce à ses jambes. Et est-ce que cette blessure va un petit peu conditionner la fin de sa carrière et limiter un petit peu ses sorties de poche? Mais cette saison, c'est vrai je le voyais beaucoup courir plus qu'auparavant quand même, hein. Donc, La pression arrivait, puis il avait du mal à trouver ses receveurs, donc c'est aussi une arme supplémentaire, effectivement. Mais je trouvais aussi que les défenses étaient un petit peu mieux adaptées que les années précédentes, mais voilà, un peu compliqué pour les Chiefs. Et dans la même lignée, je voulais parler d'un autre joueur, Micah Parsons. On attend là, pour le coup, au moment où on enregistre les résultats, mais il semblerait que ce soit également les ligaments croisés qui soient touchés. Donc ça fait 2 joueurs majeurs, 2 joueurs stars de la NFL et de leurs équipes qui sont blessés pour cette fin de saison. Alors il y a une équipe qui joue plus rien, les Chiefs, comme je l'ai évoqué, qui joue les playoffs, qui est éliminée à cause des playoffs, pardon. Par contre, les Packers, c'est une perte très lourde dans la course justement à ces playoffs-là, parce que là, avec leur défaite, ils passent deuxième de leur division, et sans leur joueur le plus important défensivement, ça risque d'être compliqué d'aller chercher la division. C'est encore plus compliqué, mais au moins les playoffs. Ouais, ouais, c'est un peu tendu, hein, surtout pour les Chiefs, j'ai envie de dire, parce que bon, t'as plus rien à jouer, mais entre guillemets, il reste encore quelques matchs à jouer. Moi, j'aimerais bien quand même qu'ils gagnent le petit dernier match face aux Riders pour qu'on arrive à avoir le first pick, mais bon, ça va encore gagner, mais ça, on verra bien. Mais non, sinon, surtout pour Green Bay, ouais, ça fait vraiment un peu chier, parce que Green Bay, je pense que Green Bay va aller en playoff. En tout cas, j'imaginais, en tout cas, avant le match d'hier soir. Mais c'est une équipe qui dépend aussi pas mal de Parsons sur le pass rush. On sait qu'il avait pu, en tout cas, permettre à des Rashan Gary, à des Lucas Van Ness, ou même à des joueurs à l'intérieur comme des Devontae Wyatt, etc., d'exister un petit peu plus dans ce front seven. Il libère tellement de monde par son talent et par l'offense en fait qui se focus vraiment sur lui. Donc ça va être compliqué, parce qu'il va falloir trouver un remplaçant entre guillemets. Rashan Gary, Lucas Van Ness, on l'a vu par le passé que c'était un peu en dilettante les deux joueurs. Donc on espère une montée en puissance de ces deux joueurs-là pour pallier à l'absence longue durée de Parsons. Et on espère aussi pour eux, que pour les fans des Packers, que ça risque, enfin en tout cas que ça fasse l'affaire pour les playoffs. C'est pas gagné, et un match comme hier soir en plus te montre comment dire, la petite différence qu'il faut avec les grosses équipes de l'autre conférence. Donc voilà, il te reste encore une marge de progression du côté des Packers, et la perte de Parsons ne t'aide pas en tout cas à aller mieux en ce sens. Ouais, et du coup, c'est confirmé, hein. On a eu la news là, en fait, il y a 10 minutes. Ligament croisé pour Parsons, ça a été confirmé. Et juste un troisième joueur aussi qui s'est blessé pendant le match, Davante Adams, le receveur des Rams, qui s'est blessé aux ischios. On l'a vu d'ailleurs, c'était sur une longue passe de Matthew Stafford, et il a continué de courir pour éviter l'interception, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui avait lâché derrière la cuisse. On va voir, les ischios, c'est vraiment, vraiment une blessure un peu embêtante. Tu peux en revenir en une semaine, comme ça peut traîner pendant 2 mois. On l'a vu avec plusieurs joueurs, notamment cette saison. Donc quelque chose également à regarder du côté des Rams, parce que c'est un des joueurs les plus importants de cette attaque. Toi, de ton côté, tu voulais aller en AFC Est et nous parler de ce match qui était un beau match à voir dans l'absolu, entre les Patriots et les Bills, et cette remontada des Buffalo Bills.
C'est ça. Bah, j'ai vu que tu l'avais pas mis dans le conducteur, donc je me suis dit: «Ah, je pense à un oubli de PA», donc écoute, on va le mettre et on va lui laisser un petit peu parler, de ce match-là également. Non, mais non, voilà, en tout cas, je te laisserai parler peut-être de la partie Patriots, en tout cas déception du côté des Patriots, mais moi je voulais un petit peu donner de la force, aux Bills qu'on a beaucoup critiqué cette année parce qu'ils ont montré, plusieurs visages, hein, vraiment. C'est assez irrégulier cette équipe des Bills. Malgré tout, ils sont quand même en 10-4 et ils sont pas loin de la tête de la division. Ils se rapprochent des Patriots avec un seul match d'écart. Ça va être, intriguant en tout cas de voir la fin de saison pour ces 2 équipes. On sait que les Bills, avaient une grosse pression, surtout avec le début de saison. On se disait que les Chiefs notamment commençaient à laisser la couronne. On se disait tous: «Bah, les Bills vont forcément se mettre en prétendants principaux, dans cette AFC qui commence à être de plus en plus ouverte». Et force est de constater que les Bills n'ont pas, répondu à toutes les attentes cette année. Malgré tout, il y a quand même une belle équipe, c'est quand même des joueurs stars partout, hein. Josh Allen qui fait un match assez solide avec 3 touchdowns, surtout James Cook, que je trouve qui est encore plus fort que les années précédentes. Lui, fait la centaine de yards avec ses 2 touchdowns et bon, il y a toujours cette question sur les wide receivers, hein. Ça manque de talent, de ce point de vue-là du ballon. Mais tu arrives à t'en sortir avec, une variété de cibles un petit peu plus élevée que certaines équipes, même s'il te manque des alphas, donc voilà. Et cette défense qui a un petit peu step up dans les moments clés du match aussi également, en fin de match notamment, pour, empêcher les Patriots de revenir. Donc voilà, c'est un match, j'ai envie de dire, je le disais tout à l'heure pour les Broncos, mais ça peut être aussi pour les Buffalo Bills, un match, statement un petit peu pour cette équipe et surtout pour la fin de saison qui s'annonce, haletante en tout cas dans cette conférence, et dans cette division, d'AFC East. Ouais, je te rejoins, puis ils sont assez coutumiers du fait, hein. Il y avait eu le match contre les Bucks où ils remportent 44-32, où ils ont eu du mal à se lancer dans ce match-là. On se rappelle du match également de la semaine encore dernière contre les Bengals qui gagnent 39-34 alors qu'ils sont menés de 14 points. Bon, là, ils étaient menés de 21-0 et 24-7 à la mi-temps. Et puis après, ils ont déroulé. Ils ont enchaîné 5 drives consécutifs avec un Des touchdown. points, ouais, quasiment, Un c'est ça. touchdown, carrément. Ouais, leurs 5 drives entre la mi-temps C'est ça, et le entre la fin de, quatrième entre mi-temps. la fin de la première mi-temps et puis du coup les 4 autres drives, ça a été des touchdowns. Donc c'est vrai qu'offensivement, ça a déroulé sur le jeu de course ou le jeu à la passe. Josh Allen a réussi à trouver des cibles à des moments opportuns. Et puis défensivement, effectivement, il y a eu du mieux. Et c'était en plus leur cornerback titulaire, enfin en tout cas le numéro 1 qui était Christian Benford qui était blessé. Donc je trouve ça même encore plus fort d'avoir résisté sur le jeu aérien contre les Patriots qui n'est pas la pire équipe, en tout cas sur cet aspect-là. Encore des difficultés, hein, malgré tout, de leur côté sur le run-stop, parce qu'ils se prennent 2 longs touchdowns par Trevion Anderson. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à mettre la pression au bon moment et puis à bien remonter dans ce match-là. Donc, belle victoire de leur côté. Ouais, non, clairement. Puis ça va être intéressant là pour la fin de division. Vous les affrontez plus, vous? Non, c'est terminé là sur cette saison, non? Non, c'est bon. C'est terminé là, c'est bon. C'est terminé. Laissez-nous tranquilles. Peut-être en playoff. Peut-être en playoff, on verra bien. Franchement, je serais même pas étonné qu'il y ait cette affiche pour les playoffs. Je crois que c'est l'affiche actuellement, là, il me semble. Parce que là, il vous reste Baltimore, Jets, Miami. Miami. Ouais. Je vais regarder juste du côté des Il reste des Browns, Bills. Eagles et Jets. Eagles, Jets. Ouais, là, quand même, les Eagles, pas facile, mais en vrai, sinon, tu as 2 victoires. En vrai, tu peux quand même finir à 12-5 du côté des Bills. Ouais. Et vous affrontez quand même Miami qui est pas facile en fin de saison et Ravens qui commence à monter. Aïe, 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 attention, hein. Je sais pas ce que ça donnera dans la division, du coup, vu qu'il y a eu un partout dans les confrontations directes. Après, il me semble que c'est les confrontations dans la division. Donc, Ouais, le bilan de division qui doit compter en premier, je pense. ouais, donc je sais pas où ça positionnera les Patriots par rapport aux Bills. Si les Patriots venaient à perdre, par exemple, contre les Ravens et gagner les 2 derniers matchs, je pense qu'ils garderaient la tête de la div parce Pour l'instant, qu'ils dans la auraient. division, vous êtes à 3-1 et ils sont 3-2. Ouais, c'est ça. Donc, si les Patriots gagnent perdent contre les Ravens, mais gagnent Jets et Dolphins, je pense qu'ils finissent premier de la division parce qu'ils finiraient avec une seule défaite dans la div. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça la règle. Donc on verra. Il reste un joker et demi pour les Patriots pour finir champion de la division. Voilà pour nos gros dossiers. On va passer à notre évaluation. Toi tu vis, toi tu crèves. Hey,
Qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés. Et l'évaluation, Alexandre, donc du coup, nos top équipes. Et comment tous les deux, on a décidé de se faire un petit peu plaisir. On va parler d'un petit peu plus d'une équipe chacun. Je te laisse commencer, parce que toi, tu vas parler d'une équipe dont tu as déjà parlé et d'une autre équipe qui bataille sévère pour récupérer la tête de la div. Ouais, bah écoute, j'ai déjà un petit peu abordé la question de la FC Sud, mais je voulais vraiment faire un peu le focus sur cette course à deux équipes, j'ai l'impression, qui s'est transformée ce week-end, hein, parce qu'on pensait que ça allait être une course à trois avec les Colts qui avaient fait une très très forte impression depuis le début de saison, mais depuis quelques semaines maintenant, le soufflet est bien retombé. Donc là, c'est surtout les Houston Texans et les Jaguars. Les Jacksonville Jaguars qui montent vraiment en puissance les deux équipes, surtout Houston qui avait commencé en 0-3. Là, ils ont fait depuis 9 victoires et 2 défaites. Voilà, donc c'est vraiment une équipe qui montre des très bonnes choses. Là, face à cette équipe des Cardinals qui n'avait plus rien à jouer, tu as une équipe qui a un peu cruise, hein, j'ai envie de dire, durant ce match, même s'il y a eu quelques envolées un peu des Cardinals par moment, mais au global, ça a été un match maîtrisé de main de maître par les Texans. On sent que CJ Stroud commence à être de plus en plus à l'aise avec cette offense et de mieux en mieux protégé aussi, un seul sac sur ce match-là. Voilà, donc quand il a le temps de lancer, c'est quand même un joueur qui est quand même très important. Et aussi sur le run game, on voit que c'est une équipe qui commence à mettre de plus en plus le jeu au sol comme point de fixation en tout cas comme priorité sur leur depth chart à chaque fois. Donc là, tu regardes, c'est 143 yards sur ce match-là, avec il te manque, je crois, tes deux titulaires, Nick Chubb, etc. Donc tu as Woody Marks et Jawar Jordan, des 3e et 4e RB qui commencent à jouer de plus en plus. C'est assez impressionnant la capacité des Texans à se renouveler de ce point de vue-là. Tu as Nico Collins qui fait un gros match, pareil, qui remonte en puissance. Cette défense, on la connaît. Même si sur ce match-là, c'est pas là où elle a été le plus dominatrice, mais ça reste une équipe très très forte de ce point de vue-là du ballon et qui va embêter beaucoup d'équipes en play-off. Mais en tout cas, voilà, ces deux équipes, Jacksonville, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais vraiment, la course va être très intéressante pour savoir qui va prendre la tête de la division. Et je pense parce que si je dis pas de bêtises, hein, mais je crois qu'il y a encore quelques affrontements entre les deux équipes. Alors, ils ont encore 2 matchs de division, les Jaguars, avec les Indianapolis Colts et les Titans. Denver, tu en as parlé tout à l'heure avec leur match face à Denver. Et du côté des Texans, alors il y a les Raiders la semaine prochaine, petite victoire facile. Et puis après, tu as les Chargers et les Colts. Donc voilà, les Colts qui vont être un petit peu, j'ai l'impression, les arbitres de cette bataille à deux. Et en tout cas, ça va être super cool à suivre sur la fin de saison parce que c'est 2 jeunes équipes avec 2 jeunes head coachs qui montent en puissance. Donc à l'aube des playoffs, c'est tout ce qu'on souhaite pour avoir des très beaux matchs de post-season. Ouais, c'est ça. Je te rejoins en tout cas sur les Jags et les Texans. Notez pour les Texans, du coup, une fin de saison de leur defensive tackle, c'est Mario Edwards qui s'est blessé pendant le match et qui va du coup être indisponible jusqu'à la fin de saison. C'est un peu dommage quand tu sais que le front fort est vraiment l'arme la plus importante défensivement de cette équipe-là. Tu viens tout le temps avec les mauvaises nouvelles, toi. Pas du tout. Avec les blessures, Patrick Mahomes, Parsons. J'apporte un élément. C'est toi qui dis ça, tu parles des Bills. J'apporte des éléments supplémentaires. Mais ouais, j'ai l'impression que depuis l'arrivée de Trent Brown, parce qu'il était blessé, on n'en revient encore aux blessures, mais il était blessé en début de saison et depuis qu'il est apte à jouer et qu'il a récupéré le poste de tackle droit, ça a vraiment solidifié cette ligne offensive des Texans qui prend un petit peu moins la pression et surtout qui arrive à ouvrir un petit peu plus de brèches pour le jeu au sol. Donc parfois, il suffit d'un chaînon qui était manquant et qui revient pour vraiment stabiliser toute cette O-line, de la même manière qu'une D-line, par exemple. Donc à voir, c'est vrai qu'il montre des choses vraiment intéressantes. Le jeu aérien, on commence à retrouver un petit peu le CJ Stroud qu'on avait connu en saison rookie. Le jeu au sol commence à poser des problèmes aux adversaires. Donc non, t'as raison, hein, ça va être une vraie belle course. C'est marrant, il y a 3 semaines, on mettait toujours les Colts dans cette bataille-là en disant « ça va être dur d'aller les chercher ». Bon, maintenant, on n'en parle plus du tout. C'est Papy Philippe Rivers qui a pris la relève et l'équipe s'écroule complètement. Donc, c'est un peu triste à voir parce que ils nous ont un peu emballés quand même en début de saison sur le premier tiers de la saison, je trouvais. Et c'est un peu dommage de voir comment la saison s'étiole avec du coup la blessure de Daniel Jones notamment. Non, complètement, ouais.
De mon côté, moi, je voulais faire un second shout-out après celui de Bonix pour la NFC West. Donc, je vais parler des 3 équipes. Rams, Seahawks et Niners, parce que dans cette division, il n'y a que 3 équipes. La quatrième est un paillasson qui s'appelle l'Arizona Cardinals, mais ils ont l'habitude depuis. Mais blague à part, ces 3 équipes-là qui nous offrent une bataille pour la division qui est superbe à voir semaine après semaine. Là, on est en semaine 15, donc il nous reste encore 3 semaines de compétition. Et les 3 équipes se tiennent en une victoire. Donc, c'est pour donner un petit peu voilà, l'envie de regarder cette NFC West. Donc, les Rams et les Seahawks qui sont bien sûr en tête en 11 victoires et 3 défaites, et les Niners en 10 victoires et 4 défaites, sachant qu'il va y avoir des confrontations dans la division. Je me suis noté bataille dans les hautes sphères, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aucune de ces 3 équipes ne lâche le morceau semaine après semaine. Donc les Rams qui ont tapé les Lions à domicile 41-34 dans un super match où on a quand même senti que les Rams ont eu des difficultés en première mi-temps, puis ensuite ça a complètement déroulé en deuxième mi-temps. Ils ont vraiment éteint les Lions. Match ultra impressionnant de Matthew Stafford avec 368 yards. Mais comme j'ai évoqué, la blessure de Davante Adams, vraiment à surveiller pour la fin de saison. On a les Rams qui ont eu un petit peu plus de mal à se défaire des Colts 18-16 avec une très belle interception de Philip Rivers qui nous rappelle ses belles heures quand il jouait aux Chargers, malheureusement pour les Colts, mais il a quand même fait un relativement bon match pour un gars de 45 ou 44 ans qui a pris sa retraite. Franchement, la dégaine qu'il avait, je me suis dit au début, c'est vrai que tu te dis, mais ce mec-là, il est entraîneur, là. C'est pas lui qui va jouer, là, rassure-moi. Je sais pas, il annonçait à quel poids aussi, mais. Oh, il a pris. Ouais. Je pense qu'il est plus autour des 300 pounds. Hein. Donc, Alex, 300 pounds, tu feras le calcul, bien sûr. Ouais, c'est ça, on te le laisse, Alex. Mais c'est un peu décevant, en tout cas, défensivement de la part des Seahawks. On pensait que ça allait être plus difficile pour les Colts. Bon, il s'avérait qu'ils ont posé beaucoup plus de problèmes à Seattle, mais malgré tout, Seattle a quand même gagné ce match-là. Et puis les Niners qui ont eu un match un petit peu plus simple à aborder, et victoire 37-24 contre les Tennessee Titans, avec un Brock Purdy quasiment à 300 yards. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui roulent. J'ai juste hâte, moi... Alors, pas hâte de voir la saison régulière se terminer, mais hâte d'avoir ce résultat-là et de voir comment ça va justement se terminer. Il y a un Rams Seahawks qui va arriver dans les 3 prochaines semaines. Thursday Night Football. Hein. De la semaine prochaine. Ouais, c'est la semaine prochaine. Thursday Night Football, 19 décembre. Ça va être trop bien. Ce jeudi. Ça va être trop bien. Donc, et dernière semaine, Seattle-San Francisco. Donc, ouais. La semaine prochaine, on va peut-être avoir, dans la nuit de jeudi à vendredi, on va peut-être avoir justement le favori pour aller gagner cette division. Donc voilà, vraiment chapeau à eux. On savait aussi que le calendrier pour ces 3 équipes, et ces 4, parce que j'ai compté Cardinals, c'était abordable. De réussir à enchaîner autant de victoires semaine après semaine et de ne pas lâcher le truc, c'est un peu le sel aussi de la NFL. C'est ce qui nous fait nous rester ou nous laisser éveiller jusque tard la nuit. Et ces 3 équipes nous déçoivent que très rarement. Donc bravo à elles et hâte de voir les 3 prochaines semaines. Attention quand même, les Seahawks, ils sont en 2-2 dans la division. Ils ont vraiment pas l'avantage par rapport aux Rams et aux 49ers qui sont tous les deux en... Alors, les 49ers sont en 4-1, les Rams sont en 3-1. Donc voilà, ils ont vraiment pas l'avantage pour l'instant. Faut vraiment qu'ils gagnent ces 2 derniers matchs face aux adversaires de division pour espérer la prendre parce que derrière... De toute façon, s'ils gagnent les 3 derniers matchs, ils vont remporter forcément la division. Donc dans l'absolu, ils ont leur destin entre leurs mains. Oui, effectivement, il faudra pas... Ils ont joué à se faire peur sur le dernier match quand même. Ils aiment bien jouer à se faire peur. Petit peu, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont l'équipe pour cruiser un petit peu. Ils ont montré qu'ils étaient capables de montrer des très très belles performances. Mais là, je trouve sur le dernier match, c'était pas le plus rassurant, on va dire. Même si la défense fait encore du bon boulot. Mais en tout cas, voilà. Ouais, t'as totalement raison. En tout cas, cette division est très intéressante à suivre. Et impatient de voir les petits derniers matchs, surtout le Thursday Night Football. Qui finissent par Rams cette semaine et Niners en dernière semaine. Et entre les deux, il y aura les Panthers. Et ça tombe bien, parce que c'était ma flop équipe. Et comme on fait une émission comme on veut avec Alexandre, j'ai 2 flop équipes. Voilà, je reste dans la même thématique de bataille de la division. Mais là, j'ai envie de parler de 2 flops, les Buccaneers et les Panthers. Parce que l'équipe qui sera championne, ça ne sera pas la meilleure de la division, ça sera juste la moins mauvaise. On peut appeler ça comme ça. Les Buccaneers qui ont donc perdu contre les Falcons en Thursday Night Football, donc en ouverture de
de cette week 15, 29-28 sur un dernier field goal en toute fin de match, et ils se sont fait ouvrir par un Kirk Cousins à 373 yards et un Kyle Pitts à 166 yards à la réception. Excusez du peu. Tu te demandes comment, pourquoi les Falcons ils étaient en dessous de tout et malgré tout ils arrivent encore à remporter ce type de match en plus à Tampa Bay, et ça donnait l'opportunité aux Panthers parce que les Panthers avaient de toute façon l'information du fait qu'ils pouvaient passer leader de la division, et patatras, ils ont perdu contre les Saints 20-17 dans un match qui, je trouvais quand même, dominait le match. Ils menaient Ouais, 17-10. carrément. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison de stresser ou quoi que ce soit. Et on a l'impression que les appels de jeu étaient moins bons, que le jeu à la course ne fonctionnait pas ou plus. Le jeu à la passe était devenu beaucoup trop compliqué. Il y a Jalen Coker qui sort un super match, mais à côté, c'est un petit peu plus compliqué pour Bryce Young de trouver ses cibles. Et puis, on a des Saints qui, eux, jouent crânement leur chance. C'était un match à domicile. Tyler Shock a, je trouve, fait un bon match. Il y a de la vie chez cette équipe de la Nouvelle-Orléans, mais là, voilà, je mets un focus sur les Buccaneers et les Panthers. On sait qu'ils s'affrontent 2 fois d'ici les 3 prochaines semaines. L'équipe qui est en playoff, je n'ai pas beaucoup d'espoir en elle, et ça sera peut-être un petit tour et puis s'en va, quoi. Donc c'est bien sur le palmarès d'accrocher la division. Maintenant, 2 équipes en 7 partout qui n'arrivent pas à se décider, à dire allez, là c'est notre chance, on arrive à gagner ce match-là et à passer en tête. Bon, c'est bien parce que c'est incertain, mais c'est pas tout à fait le même niveau que la NFC West que j'ai évoqué juste avant. Donc en ça, on peut pas avoir des divisions ultra homogènes comme pour d'autres. C'est vrai que celle-là fait un peu peine à voir, malheureusement. Bah, surtout ces 2 équipes qui seront quand même dans des situations un peu opposées, je trouve, même si le bilan reste assez similaire. Tu as quand même les Panthers qui sont une équipe très irrégulière et qui, pourtant, même là, quand Bryce Young arrive à faire un bon match, cette équipe arrive à trouver le moyen de perdre, malheureusement. Je trouve que c'est vrai que le play calling dont on a parlé était un peu moins inspiré parce que j'avais le sentiment qu'ils avaient le match entre leurs mains. Tu as Bryce Young qui fait un super touchdown sur Jalen Coker, qui était vraiment magnifique. Donc voilà, il y avait des bonnes phases. Ils ont toujours ce jeu au sol qui est capable de faire des bonnes choses, en tout cas à minima. Mais c'est vrai que cette équipe des Saints, c'est un petit peu leur bête noire cette année. Ils ont perdu 2 fois contre les Saints. Oui. Et c'est vrai que quand les Panthers, il y a le début de saison où ils ont montré des grosses lacunes. Ils arrivent à faire des matchs un peu surprenants face aux Packers notamment. On s'en souvient, aller gagner là-bas, c'était pas un match facile, ils ont réussi à le faire. Aller gagner face aux Rams, etc. Donc, tu vois, c'est une équipe un peu difficile à lire parce que dans les matchs qu'ils doivent gagner, on se dit que c'est bon, c'est fait. Au final, ils les gagnent pas. Et inversement, ils sont surprenants dans les matchs où tout le monde les annonce perdants. Donc, équipe un petit peu irrégulière et comparée avec les Buccaneers, eux qui ont très bien commencé la saison, mais qui depuis sont en chute libre complet. Je crois sur les 7 derniers matchs. Ils sont 1-5 sur les 6 derniers matchs. 1-5 ou 1-6, hein, je crois que c'est ça. Hein. Peut-être avec cette défaite-là, effectivement. Ouais, je crois que ça fait 1-6 parce qu'ils n'ont plus gagné. Enfin, ouais, il y avait le match face aux Patriots, là j'ai sous les yeux. Ils perdent Patriots, Bills, Rams. Victoire face aux Cardinals, mais en ric-rac. Ensuite, défaite face aux Saints et aux Falcons. Enfin, je suis désolé, il y a un moment donné, il faut se réveiller un petit peu. Alors ouais, il y a eu pas mal de blessés, etc. cette saison. C'est vrai qu'ils n'ont pas été pardonnés, mais tu as le retour de Mike Evans. Tu peux te dire que tu peux attendre un peu mieux de cette équipe et surtout de cette défense. Hein. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de fans des Buccaneers qui doivent beaucoup gueuler avec leur coach qui est censé être un coach défensif. Et tu vois que tu proposes ce style de jeu, enfin en tout cas ce type de jeu-là dans certains matchs, dans un match que tu dois dominer face aux Falcons qui n'ont plus rien à jouer cette année. C'est un peu dommage. Tu te tires des balles dans le pied, tu laisses les Carolina Panthers revenir dans la division. Donc ça va être cool en tout cas de voir que les 2 matchs vont être les gros factor X de cette fin de saison dans cette division. Et comme tu disais, je pense que les deux vainqueurs, je te rejoins un petit peu, seront vraiment les moins mauvais. Enfin, le vainqueur de la division sera vraiment l'équipe la moins mauvaise au fur et à mesure de la saison. Et petit chapeau sur l'appel de jeu de Kellen Moore qui amène le field goal des Saints pour la gagne, où il fait un QB draw et du coup Tyler Shock se jette en avant, mais du coup se prenait dans le plaquage, 15 yards de pénalité. Je sais pas si c'était bien mis comme ça dans le cahier de jeu, mais je trouvais ça relativement intelligent. Alors pas le plaquage en question bien sûr, mais l'appel de jeu qui a un peu désarçonné cette défense des Panthers. Donc c'est bien coaché et coaché intelligemment par Kellen Moore, en tout cas sur ce match-là. Donc bravo. Toi, de ton côté, tu voulais parler d'une équipe en dérive
avec une super attaque sur le papier. En tout cas, il y a des gros salaires en attaque, une défense qu'on attendait nulle et qui est nulle. Et ça, c'est bien d'avoir de la stabilité en NFL. C'est les Cincinnati Bengals. Ouais, et puis franchement, je vais te le dire, je pense sur ce match, je taperais même pas sur la défense. Tant c'est vraiment pas eux le problème sur ce match, tu vois. Parce que tu limites quand même Lamar Jackson à 150 yards à la passe. Alors ouais, tu prends des camions de sol, mais bon, c'est toujours compliqué face aux Ravens et face à la côté double menace de Jackson. Mais Lamar Jackson a été souvent mis en difficulté par cette défense des Bengals. Donc voilà, je voulais mettre aussi petit shout-out à Demetrius Knight qui fait 2 sacs. On a voulu enterrer trop vite par ici, mais bon, ici on est toujours dans le train, voilà. Mais en tout cas, voilà, non, sinon, blague mise à part, cette équipe des Bengals, moi, c'est surtout offensivement, j'ai envie de gueuler un petit peu parce que c'est une équipe où on a annoncé comme peut-être la meilleure offense en NFL. Là, Joe Burrow est revenu, on se disait, bon, bah tiens, les Bengals ont peut-être encore quelque chose à jouer dans cette fin de saison et vite fait, bien fait, en fait, depuis quelques matchs déjà maintenant. On sent que c'est la fin d'un cycle même, j'ai envie de dire, j'irais même assez loin en disant ça, mais j'ai même le sentiment qu'on va changer de coaching staff, qu'ils font changer beaucoup de choses dans cette équipe, en allant même par le haut, tu vois. J'ai envie de dire comme un peu avec mes Raiders, mais là on n'en est pas encore à un pire stade, j'ai envie de dire. Mais tu vois, je vois aussi des Joe Burrow qui commencent à être un peu saoulé en fait de la situation actuelle, des saisons qui passent et il n'arrive pas à retourner à ce Super Bowl qu'il a failli toucher du bout des doigts avec les Bengals il y a quelques années maintenant. Donc, ça va être très frustrant pour lui. Ja'Marr Chase aussi, qui doit être très frustré aussi par la situation actuelle. Qui a un talent de fou malade, mais qui est. Bon, là, sur ce match, il a été bien utilisé, mais tu te dis que bon, l'utilisation, ça aurait pu être encore un peu mieux cette année. Il y a eu des matchs où il est passé un peu au travers, où on l'a pas target. Il y a beaucoup de moments par match où tu te dis, tiens, il est open, mais tu le vises pas, alors que tu avais un peu le temps de le faire. Enfin, compliqué et je pense que Cincinnati doit vraiment penser à construire, déjà préparer 2026 parce que là, cette saison, elle est vite à oublier et ils doivent tout miser. Enfin, tu as quand même un quarterback générationnel un petit peu entre guillemets avec Joe Burrow, donc tu as un franchise QB, il faut que tu l'entoures, il faut que tu lui mettes des bonnes cibles, tu le protèges, que tu mettes une bonne défense autour. Il y a beaucoup de choses à changer, mais voilà, un petit peu déçu en grosso modo par cette défense des Bengals et bien joué Ravens qui continuent de croire en leur chance avec ces playoffs-là, pour la division en tout cas. Ouais, je te rejoins. Burrow a dit en conférence de presse après, vous me mettriez dans les 31, dans les 31 autres équipes de la NFL, je les ferais perdre. Ou je les ferais pas gagner. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Ouais. Pour signifier un petit peu son match extrêmement compliqué contre les Ravens. Défensivement, ça commence à bien revenir du côté des Ravens. Je prends l'autre équipe en phase. Offensivement, par contre, c'est compliqué. Hein. Jackson, il fait un 8 sur 12. 12 passes tentées. Puis ça se voit, même visuellement, ça se voit qu'il a quelque chose. On ne sait pas quoi, mais ça se voit. Mais ouais, il ils n'est pas à 100%. Ouais, ils ont su profiter des errements offensifs des Bengals. Ouais. Deuxième année consécutive à oublier. Là, ils sont top 9 de draft. Peut-être qu'en perdant encore un petit peu plus de matchs, ça va descendre un petit peu plus. Après, il y a quand même beaucoup de besoins, je trouve, dans cette équipe, offensivement ou défensivement. Tu ne sais pas trop vers où partir. Mais ça fera sûrement du bien d'avoir des joueurs pris à la draft. Après, quand tu vois les joueurs qui prennent au premier tour. C'est ça aussi, hein. Faut risque de bien drafter aussi. Mais en plus, tu regardes dans le calendrier, New England, Green Bay, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'essayer de les gagner ces matchs-là, tu vois. Enfin, pour moi, ça va être des équipes. Ils ont déjà joué, pas de niveau. Hein. Ils ont déjà joué. Ah non, pardon, excuse-moi, j'étais sur celui des Ravens, excuse-moi. Les Ravens jouent New England, Green Bay, Pittsburgh. Les Bengals, attends, je les ai plus sous les yeux. Dolphins, Cardinals et Browns. Cardinals et Browns. Bon, c'est déjà un peu plus. Ouais, ça va être compliqué de perdre tous ces matchs alors. Le Bengals Cardinals. Oh là là. Oh, voilà, celui-là, il va être salé. Hein. C'est quand celui-là ? Oh, 28. Oh là 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 là. Entre la dinde de Noël et la préparation du nouvel an. Ah ouais. Oh, celui-là. Oh la pépite. Oh la pépite. Ouais. J'espère qu'il est à 19h parce que sinon, s'il est à 22h, mec, on va se coucher tous à 23h. Pour l'instant, il est à 19h. et en Arizona. Hein, ce qui est assez Arizona rare. Ah non, c'est à domicile, pardon. Sinon, ce ne sera pas 19h. Donc, non, c'est à Cincinnati. Donc, ouais, il va faire un petit froid. Allez, là, le stade, il sera rempli à un quart de sa capacité, pas plus, je te l'annonce. Ouais, ça va être compliqué. Voilà, du coup, pour notre évaluation, on a parlé de beaucoup d'équipes, mais on a voulu se faire un petit peu plaisir. Aussi, on arrive en fin de saison. Et c'est vrai que cette année, on l'a beaucoup dit, mais c'est une réalité. Les divisions sont quand même extrêmement serrées. On a une ligue qui est
Moi, j'ai l'appelé plutôt hétérogène parce qu'on a des équipes qui sont fortes et qui sont tout en haut et des équipes qui sont très faibles et qui sont tout en bas. Et au milieu, il y a 4-5 équipes qui se bastonnent un peu avec un bilan à l'équilibre. Mais on a vraiment des très très bons qui sont dans les premières places et des très très nuls qui sont tout en bas. Mais ça donne des divisions qui sont ultra incertaines et qui ne sont pas encore jouées en semaine 15. Il me semble que Il n'y l'année en a dernière... peut-être qu'une seule qui est jouée, c'est la NFC East, où les Eagles sont en 9-5 et les Dallas Cowboys sont en 6-7. Oui. Je pense que c'est que celle-ci qui a l'air un peu jouée. Mais le reste, tu as raison de le dire. Après au la moins défaite une des minimum Cowboys, victoire. ouais. Et c'est vrai que l'année dernière, à la même période, je pense qu'il y avait déjà plusieurs divisions qui étaient jouées. Donc c'est cool pour les fans Vraiment. neutres. Et c'est stressant pour les fans des équipes qui jouent les playoffs. On en connaît, qui supportent par exemple les Panthers ou les Buccaneers. Ou voilà. Donc c'est stressant pour eux, mais ça fait du bien aussi de revivre un peu ce type d'émotion. Carrément. Donc voilà pour notre évaluation. On passe maintenant au 2-minute warning. Le 2-minute warning, du coup, tous les matchs avec les scores. Donc, on a évoqué le match du Thursday Night Football, les Tampa Bay, qui ont été battus 28-29 contre les Falcons, les Cleveland Browns qui ont perdu 3-31 contre les Bears. Un commentaire. Un sac et demi pour Myles Garrett. Ouais, c'est ça. Moi, c'est surtout ça que je retiens. Il se rapproche du record et malheureusement, cette offense des Browns est assez très limitée, hein, que ce soit par le talent, mais aussi par les schémas de jeu, j'ai l'impression. Heureusement, il y a l'éclaircie Harold Fanning qui, sur ce match encore, fait encore des belles choses. Donc, vraiment un des meilleurs joueurs des Browns de cette saison. Et du côté défensif, on regarde tous le record de Myles Garrett. On espère qu'il va l'avoir au prochain match. Je ne sais même pas qui attend le prochain match. C'est quel quarterback? Les Bills, mais à domicile. Josh Allen, il va être sur la photo du 22e et 23e. Et je le souhaite à Myles Garrett. Je Ouais, veux en pas du mal à vrai, Josh Allen, mais si ça peut être sur lui, écoute, joli tableau de chasse, tu vois. je serais pas malheureux. On l'a évoqué, les Ravens qui ont gagné 24-0 contre les Bengals, les Chargers qui ont gagné 16-13 contre les Kansas City Chiefs qui sont donc éliminés de la course des playoffs. On fera un point juste après justement de cette course aux playoffs et des équipes qui ont été officiellement éliminées. Les Bills qui ont gagné 35-31 contre les Patriots, les Commanders qui ont gagné 29-21 contre les Giants. Terry McLaurin qui se saborde. Ouais, Terry McLaurin game. Voilà. Ouais. C'est bien de se réveiller en semaine 15, c'est dommage. Il aurait dû se réveiller un petit peu plus tôt, ne pas se blesser et puis re-signer son contrat plus tôt. Mais ça aurait sûrement changé la trajectoire de cette saison très difficile des Commanders. Mais écoute, c'était un match de division. C'est ça. Ouais, exactement. Les Eagles qui ont gagné 31-0 contre les Raiders. Historiquement faible, j'ai envie de dire. On est numéro 2 à la draft, là pour l'instant, hein, sur les trucs de tankathon, etc. On est annoncé comme pick 2, il y a juste les Giants qui sont devant nous. On les affronte en semaine 17. On a fait jouer Kenny Pickett cette semaine parce que Geno Smith est un peu blessé. Bon, je te cache pas que là, l'objectif, c'est d'aller choper un quarterback à la prochaine draft, et si possible avec le pick numéro 1. Voilà. Je pense que là, le tank, il est visible, mais à 100 000 à l'heure, là. Ça n'empêche pas les all-line adverses de mettre des énormes holdings sur Max Crosby et que ce soit toujours pas sifflé. Parce que pourquoi pas. Ça n'empêche pas. Hein. C'est le right tackle. Le tackle droit, il a eu un peu de mal sur ce match. Mais bon, hormis ça, c'est tout le reste des Raiders qui ont eu un peu de mal, j'ai envie de dire. Donc, les Eagles nous ont bien désossé la gueule. Exactement. Les Jacksonville Jaguars qui ont gagné 48-20 contre les Jets, les Texans qui ont gagné 40-20 contre les Cardinals, les Broncos qui ont gagné 34-26 contre les Packers, les Rams qui ont gagné 41-34 contre les Lions, les Saints qui ont gagné contre les Panthers 20-17, les Niners 37-24 contre les Titans, les Seahawks 18-16 contre les Colts et le match de la nuit de dimanche à lundi, les Vikings qui ont créé la semi-surprise en battant les Cowboys sur leur terrain, 34-26. Écoute, JJ McCarthy, un peu le regen de Brett Favre, j'ai l'impression. Ça balance. Des fois, c'est intercepté, effectivement, mais des fois, ça donne des beaux touchdowns, quoi. Bah ouais, non, mais tu sais, de toute façon, on le savait que c'est quand même un joueur qui est encore très jeune. Il a encore que 21-22 ans. Donc voilà, il va faire des erreurs et là, le but pour les Vikings, qui sont éliminés de la course au playoff, c'est de lui donner un maximum d'opportunités pour progresser et un maximum de films à regarder pendant l'intersaison pour encore progresser dans cette offense de Kevin O'Connell qui est toujours un très bon coach NFL, mais malheureusement,
avec son offense qui est un peu plus compliqué cette année, bah, c'est compliqué pour eux et c'est cool de les voir, continuer à croire dans des matchs où on les pensait, déjà, commencer à faire du tanking. Non, non, ils sont encore là à essayer de vouloir gagner des matchs. Moi, ce qui m'interroge juste un petit peu, c'est la connexion avec, Justin Jefferson. 8 Ça fait targets plusieurs et 2 réceptions. Ouais. c'est ça, plusieurs semaines que ça se passe pas bien, même depuis le début de saison, je trouve, avec McCarthy. Des fois, on a vu McCarthy lancer vers Jefferson. Rares ont été les fois où j'ai trouvé qu'il y avait une connexion, comme d'autres équipes peuvent avoir avec d'autres joueurs. Donc voilà, à surveiller parce que Jefferson, je pense, ça peut être le genre de joueur un peu, tu vois, qui peut faire essayer d'avoir peut-être mettre un peu la pression sur ses dirigeants pour choper une autre équipe ou en tout cas demander un trade. Je serais pas surpris, tu vois. C'est pas un truc qui me choquerait. On n'est pas encore là, mais voilà. Attention à pas frustrer ta superstar. Il faudra voir au niveau de son contrat, vu qu'il a signé un prêt sur un très gros montant pendant l'intersaison. Mais je te rejoins par contre, la connexion avec Jalen Naylor, intéressante. 3 réceptions et 2 touchdowns sur ces 3 réceptions. On sait, Naylor, c'est souvent le receveur 3, mais c'est un super receveur 3 dans cette ligue, dans cette équipe. C'est vrai. Donc écoute, Mais c'est pas lui que tu payes 40 millions. Non, c'est pas lui. Mais bon, je pense que JJ McCarthy, il faudra s'attendre un peu aux montagnes russes comme ça. Il aura des moments où il sera un peu dans la zone et d'autres moments où il balancera une saucisse. Tu diras, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Mais il y a Donc, des outils, tu vois qu'il a les outils, il y a moyen de progresser vraiment avec ce joueur. Par contre, prend du temps. Genre même l'année prochaine déjà, on verra quand on fera les bilans d'intersaison. Mais faut pas non plus s'attendre à grand chose non plus, je pense. je trouve sa mécanique sur certains lancers vraiment pas folle actuellement. Mais j'ai des petites inquiétudes quand même. Mais ça se retravaille, comme tu disais. Du coup, on va en profiter pour faire le point sur les équipes en playoff et les équipes qui ne verront pas la post-season. Donc officiellement, au niveau de l'AFC, on a les Denver Broncos qui se sont qualifiés pour les playoffs après leur belle victoire. Et on a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes qui sont éliminées de la course aux playoffs. Nouvellement, on doit avoir les Chiefs, peut-être les Bengals aussi, pour lesquels c'est officiel cette semaine. Et sinon, on avait les Jets, les Browns, les Raiders et les Titans. Donc ça, c'est pour l'AFC. Pour la NFC, on a les Los Angeles Rams qui ont validé leur ticket pour les playoffs également après leur victoire et vu qu'ils sont en tête de leur division. Et pour les équipes qui sont éliminées, on a officiellement les Vikings, les Falcons, les Saints, les Commanders, les Cardinals et les Giants. Donc voilà, il reste encore quelques équipes. Tu vois, on a 10 équipes en course pour la NFC et on a 10 équipes également en course pour l'AFC, en sachant qu'il reste le match de la nuit au moment où on enregistre en tout cas. Il reste les Dolphins contre les Steelers. Et si les Dolphins perdent, du coup, ils seront éliminés de la course également en playoff. Donc possiblement, le match de cette nuit fera un éliminé supplémentaire. Bienvenue au prochain Hunger Games. Mais en attendant cette course au playoff, il y a une course qui est palpitante, qui nous tient en haleine depuis le début de saison. C'est la course au pronostic. Et on va commencer par la fin, parce que tu es un fier représentant de ton équipe, puisque tu es dernier au pronostic avec 132 bons matchs trouvés. Mais je remonte, attention. Tu as fait le plus mauvais score cette semaine, donc non, c'est juste qu'on stagne mutuellement avec Guilty, toi et moi, parce qu'on a fait 7 bons résultats cette semaine, assez catastrophiques. On a Doug, Anto et GG qui ont fait 9, on a Alex qui a fait 10, et on a Thibaut qui a fait 11, qui du coup prend la tête de ce classement-là avec 146 bons résultats. On a GG qui suit juste derrière avec 145, on a Alex et Anto à 144, Doug à 142. Puis derrière, voilà, la voiture baleine, on est un peu décroché. On a un peu les sprinters dans l'Alpe d'Huez. Je suis obligé de tenter, c'est compliqué là. Je suis obligé de tenter des trucs là pour remonter. Tente mieux. Ah ouais, mais c'est dur aussi, c'est dur. Les Falcons aussi, comment ils peuvent gagner des matchs comme ça? Ils ne mettent pas bien. Donc on a du coup Guilty à 139, moi-même à 137 et toi à 132. On a Trey qui nous a encore fait un 0 cette semaine. Il a oublié d'allumer son téléphone qui du coup a 108. Donc on ne le compte plus. Il est dans les rétros très 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 loin. Donc voilà du coup pour le 2-minute warning, on va passer à l'overtime. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Et l'overtime, on passe au notre Power Rankings de la semaine hebdomadaire. On a du coup les Rams qui prennent la tête de ce Power Rankings et les Broncos qui montent de 3 places pour prendre la 2e place du podium et les Seahawks qui restent 3e. On a les Bills qui passent 4e et les Patriots qui chutent à la 5e place. Après, en équipe qui chute énormément, on a les Lions avec un -3, on a les Packers avec un -4, on a les Giants avec un -3.
Voilà, c'est à peu près bien résumé. Et sur les équipes qui montent, on a vraiment mis en avant pour le coup les Broncos qui sont en tête de leur conférence. On trouvait ça aussi intelligent de mettre les Rams et les Broncos en 1 et 2 vu qu'ils sont en tête de la conf. Mm. On a les Saints grâce à leur victoire qui prennent un +3, les Ravens qui reviennent bien aussi avec un +4. Et sinon, après, ça stagne un petit peu. On a rehaussé les Jaguars, on les met enfin dans le top 10. Eux qui sont en tête de Mérité quand même. mérité, ouais. Ils ont les Texans encore devant dans notre Power Rankings. Je pense que la prise du pouvoir de la division amènera une de ces deux équipes à être devant l'autre à la fin de la saison. Un commentaire là-dessus, tu trouves ça logique? Oui, bah de toute façon là, ce qui va chuter, je pense, ça va être les Chiefs avec la fin de saison où Mahomes se blesse et ils ont plus grand-chose à jouer. Les Ravens reviennent de mieux en mieux. Ils n'ont pas un calendrier très compliqué non plus, donc je pense que eux, pareil, peuvent remonter et pourquoi pas prendre la div. En tout cas, ça va être sympa de suivre le Steelers Ravens, la petite bataille et surtout le dernier match en dernière semaine qui, je pense, va être le match qui va désigner un petit peu le vainqueur de cette division. Parce que je pense le perdant, vu le bilan compliqué des deux équipes, le perdant risque pas vraiment d'aller en playoff, parce que la conférence a l'air quand même assez lock avec beaucoup d'équipes en positif quand même dans le haut du tableau. Donc non, voilà, assez, tu l'as dit très bien tout à l'heure, il y a pas mal de bonnes équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche et t'as un petit consensus en bas du classement où c'est des équipes qui sont jamais trop sorties de la zone de droite Non, de ça c'est notre vrai. power ranking, hein. Moi, mes Raiders, je crois qu'on les a vus peut-être une fois et encore, je me demande si c'était pas la première La semaine première semaine, ouais. dans la 3e colonne. Et depuis, on a toujours été à droite. Donc bon, il y a pas mal d'équipes qui sont dans le même bateau que nous. Mais en tout cas, voilà, il y a les équipes qui visent la draft, les équipes qui visent les playoffs et il y a le ventre mou derrière. Mais en tout cas, c'est un peu le rythme d'une saison, en tout cas passionnante. Exactement. Il y avait sûrement un Cardinals à un moment donné qui était bien, parce qu'ils avaient commencé par 2 victoires et moi je les avais mis très très haut dans mon power ranking C'est vrai, personnel. c'est vrai. Mais depuis c'est Visionnaire, compliqué. Depuis, ouf, oui, visionnaire, hein. oh là 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 là, mes hot Moi, takes, tu elles en prennent un coup, hein. On va le faire, hein, de toute façon, mais moi je sais que je vais me faire taper. Moi, c'était sur les Seahawks. Je les avais mis très très bas parce que j'y Ah, moi croyais pas aussi. du tout en Arnold. Je croyais pas du tout en Arnold. Moi j'ai mis Seahawks très bas parce que j'avais mis les Cardinals très haut. Ouais, bah Et ouais. en fait, je En plus, voyais ça, aussi les Rams et et comment dire, les Niners. Donc, par effet domino, il y avait forcément les Seahawks qui mangeaient, mais pareil, ouais. hein, je mange mon chapeau là-dessus et ultra impressionnant. Ouais, Belle franchement, ouais. équipe, belle équipe en plus à regarder sur le terrain, même si offensivement c'est un petit peu plus difficile là, sur Ouais, les ouais, dernières forcément, semaines. ça dépend des matchs, quoi. Ouais, mais non, ça va être cool à voir et j'espère qu'ils auront playoff. Il y a quand même de fortes chances qu'ils y aillent, mais ça va être cool. Ça va être bon, il reste encore 3 semaines sans régulière, on va pas parler des playoffs, mais Ouais, cette saison, on peut avoir des super playoffs, ça va être cool. carrément, carrément. Voilà pour ce rewind de cette semaine 15. Merci à Alexandre déjà de m'avoir Merci à accompagné. toi. Bah, pas de souci, écoute, hein. Avec, Plaisir. avec nos cernes, on dormira bientôt, j'espère. Oui, bon, c'est pas prévu tout de suite, hein, mais normalement, c'est dans le creux. En général, je vais dormir dans le creux après la draft, tu sais? Au moment des rookies mini-camps et tout là, tu vois? C'est à partir de ce moment-là, on commence à dormir. Ouais, non, parce qu'après, il y a des Efton Chisholm qui peuvent apparaître, quoi. Oh, ça va, ça va. On va pas les voir de l'année, c'est bon. C'est comme le receveur des Broncos là, comment il s'appelle le mec? Attends, le mec il est là, il a fait 2 réceptions cette année, il a fait son touchdown de 20 yards. C'est J'ai oublié d'en mais parler c'est vraiment d'ailleurs. c'est un mec, je me demandais si on l'avait drafté dans la fantasy, tu sais, The Big Game où il y a Ouais, vraiment possibilité, tu draftes, je sais pas, une trentaine de joueurs. On est 32 joueurs, à jouer, dans cette, ligue et tu es là, normalement tu as toute la ligue qui doit être prise et je crois que lui, il n'avait peut-être pas d'équipe. Pour te dire à quel point, il y avait peut-être des no-name, hein, des fois. Mais en tout cas, donc, voilà. donc ouais, effectivement, et je vais retrouver le nom et je te le donne tout de suite. Mais C'est ouais, notre très beau ami touchdown. Michael Bandy. Michael Bandy, voilà, putain, ça Kiki de Bandy qui nous a mis son touchdown de 20 yards tranquille. Donc, qui était en practice squad il y a ne serait-ce que 2 semaines. Donc, c'est ça aussi la NFL, c'est les belles histoires. c'est Maxime de Broncos, France qui va être content. C'est lui Exactement, qui en a parlé, il dans le va pouvoir channel. en parler dans leur podcast, C'est effectivement. ça. N'hésitez pas à nous suivre. Je rappelle les réseaux sociaux un petit peu partout, Twitch, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, j'ai dû en oublier. Et prochain épisode, on se retrouve du coup jeudi pour la preview de la semaine 16 avec encore une fois des super matchs en prévision.
quelques matchs de division. Là, ça y est, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va avoir notamment, je l'ai évoqué, le Panthers Buccaneers qui va être joué. La bataille de cette NFC Sud et d'autres matchs extrêmement intéressants. Voilà, on a 3 belles semaines qui s'annoncent. On va avoir les congés de Noël, donc pour certains qui seront en vacances, en plus, on aura le temps de les regarder et de se coucher encore plus tard que d'habitude. Donc profitons-en. On le dit à chaque fois, la saison passe très rapidement. Cette saison ne fait pas exception à la règle, puisqu'on est déjà en semaine 15 et on va entamer la semaine 16, il reste 3 semaines. Donc voilà, même si votre équipe est éliminée, vous savez que dans 3 semaines, vous la verrez plus pendant 6 mois et que vous allez pleurer au mois de février parce que votre équipe vous manquera. Donc profitons-en, même si c'est difficile. Et puis il y aura des jours meilleurs pour d'autres équipes. Et c'est ainsi que la NFL est faite. Donc voilà. Bonne semaine à tous. On se retrouve jeudi pour la preview de la semaine 16. Et puis d'ici là, voilà, portez-vous bien, bonne écoute. Et puis vivez-vous.